Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Samedi 2 septembre 2023, bienvenue sur Tempo Afrique TV dans notre émission What's Up Africa, que fait l'Afrique? Après la guerre froide, le monde se remet en ébullition. Des guerres à gauche et à droite, mais surtout en Europe. L'Ukraine et la Russie, l'OTAN opposée à la Russie. Mais cette guerre chaude n'aura pas lieu en Afrique. Ce jour, nous avons pour vous une thématique qui s'appelle terrorisme, néocolonialisme et coup d'État endémique. Quelle porte de sortie pour l'Afrique? Et pour décrypter cette thématique et savoir ce que fait l'Afrique, ce que peut faire l'Afrique, ce que doit faire l'Afrique, ce que fera l'Afrique, eh bien, nous avons invité, pas des moindres, un panafricaniste. Il a pour nom M. Privat Ngomo. Il doit être secondé d'un instant à l'autre par le docteur Bertin Corvi. Et pour les interroger, eh bien, à mes côtés se retrouve le vaillant parisien camerounais Emmanuel Maïga. Merci pour... Bonsoir Maïga. Bonsoir, merci. Merci pour ces éloges. J'espère qu'après, on dira si je les mérite, si je suis vaillant ou pas. Mais en tous les cas, je me sens bien dans la peau de cette vaillance parce que le panafricanisme en a besoin. Voilà. Excellence, Monsieur Privat Ngomo, votre pays a connu un remue-ménage. Un autre coup d'État militaire en Afrique et comme les réseaux sociaux le disent, ça devient une tontine de l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale. C'est votre pays qui vient de collecter sa tontine. Bonsoir, Monsieur Ngomo. Bonsoir, mon frère Balobi. Bonsoir, mon frère Emmanuel Libé Mayela. Bonsoir. Je suis très heureux de participer à cette émission de la diaspora africaine aux États-Unis. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir débattre des questions africaines avec mon frère Emmanuel, que je découvre pour la première fois, et que je veux saluer ici. Comme il est vaillant, un guerrier vaillant, nous allons entrer dans un combat d'idées. Et ce combat d'idées fera deux survivants. Car nous devons nous combattre au niveau des idées pour que l'Afrique survive. Et elle survivra parce que nous serons tous les deux des survivants. Il n'y aura aucun mort. Nous combattons en vainqueur. Très bien. Et c'est la preuve donc que la guerre chaude n'aura pas lieu en Afrique. Et nous nous en félicitons déjà. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs, cette thématique, nous l'avons choisie pour vous. Et c'est à vous donc de nous aider à animer cette émission et surtout à nous donner des solutions, à proposer des solutions, des portes de sortie pour l'Afrique parce que, qu'on le veuille ou non, il y a crise. Il y a crise et les causes sont
connu. On peut se voiler la face quand on est CEDEAO et s'attaquer simplement aux symptômes. Mais Tempo Afrique TV veut aller à la racine. Nous avons estimé que terrorisme, néocolonialisme, coup d'État endémique ont un lien intrinsèque, inextricable. C'est cela que nous voulons expliquer ici. Il y aura aussi d'autres aspects, d'autres raisons. Eh bien, Maïga, vous savez la primeur. Votre première question à notre invité, son Excellence Privat Ngomo. Oui, bonjour Privat. Je m'impatientais. Moi, ma première question, c'est de vous demander qu'en est-il exactement de la situation dans votre pays, le Gabon, en ce moment? Parce qu'on a comme l'impression que c'est un coup d'État militaire, mais est-ce qu'il est, il est militaire? Ok, mais à qui profite cette issue-là? Est-ce que ça profite vraiment au peuple gabonais ou à l'élite en place? Vous posez une question qui renvoie à une réponse qui sera forcément controversée. Et je vais essayer justement de répondre en tenant compte d'emblée de cette controverse. Nous sommes partis à des élections générales, à la fois présidentielles, législatives, départementales et municipales. Ces élections ont été très mal organisées. Elles ont été décidées dans la précipitation. Et malheureusement, comme on s'y attendait, elles ont été truffées de fraude, de tricherie. Tenez-vous bien, alors que nous avions déjà engagé le processus électoral, le parti au pouvoir PDG a changé les règles du jeu. Voyez-vous? Et cela s'est fait devant nous, pas en cachette. On avait compris que pour eux, les élections n'étaient qu'une simple formalité au cours de laquelle les résultats étaient connus d'avance, c'est-à-dire que le candidat PDG allait une fois de trop se proclamer vainqueur alors qu'il a été vaincu dans les urnes. Donc nous l'avions compris. C'est la raison pour laquelle, alors que j'étais moi candidat aux élections présidentielles, j'ai décidé, sous la proposition du Conseil des sages, de me désister pour militer afin que nous ayons une transition politique et pacifique. Que s'est-il passé dans la nuit du 29 au 30 août 2023? Alors que nous attendions maintenant les résultats des élections mal fagotées, le pouvoir PDG, à 4 heures du matin, a décidé de venir lire les résultats. Et il semblerait que la lecture de ces résultats proclamait Ali vainqueur et endossa son principal challenger battu. Et nous savons après que les chiffres ont été tout simplement inversés, comme le PDG le fait depuis 1993. Alors, il y avait deux possibilités. La première, c'est que l'armée gabonaise, et surtout la garde républicaine qui est surarmée, soutiennent une fois de plus la forfaiture en tirant sur une population qui allait contester à nouveau cette imposture. L'autre hypothèse était le coup d'État, qui a épargné la vie à tous les Gabonais, mais qui surtout a fait tomber un régime dictatorial vieux de 56 ans. Donc, premier aspect dont il faut se réjouir, c'est la chute du régime de la dynastie Bongo. Au Gabon, près de 70, pour ne pas dire 90% des Gabonais se réjouissent de la fin tragique de Ali Bongo, qui n'a pas su se retirer en temps opportun. Vous dites tragique. Un autre aspect.
Oui, tragique parce que c'est un homme aujourd'hui qui est bien abandonné, qui pensait avoir des soutiens, qui a fait un appel en anglais, qui n'a reçu aucun soutien de ses amis, qui, il y a encore de cela 2 semaines, prétendait être au nombre des personnes qui lui sont proches. Il a pu apprécier l'hypocrisie de l'Occident et surtout des faux amis. Voilà pourquoi je parle de tragique. Tragique est là, puisqu'il n'y a pas eu de mort, heureusement pour nous. Morts qui ont existé en 2016, lorsque Ali Bongo a ordonné le massacre des Gabonais au quartier général de Jean-Ping. Donc, voyez-vous, cet aspect-là, de la chute d'Ali Bongo est réjouissant. Et aucun Gabonais aujourd'hui ne va se plaindre de la fin d'une dictature. Mais il y a maintenant un autre aspect qui lui vient rabattre un peu la joie. C'est que nous assistons à un coup d'État qui n'est pas révolutionnaire, qui n'est pas fondamentalement souverainiste. Nous assistons à un coup d'État qui est une révolution de palais et qui a été orchestré avec le soutien de la France-Afrique. Ça veut dire que la France veut continuer à maîtriser la question au Gabon en ayant justement à la tête du pays un homme qui va continuer à accepter l'existence d'une base militaire française, qui va continuer à accepter l'usage du franc CFA, qui va continuer à prendre certains ordres à l'Élysée, qui va en fait accepter que le Gabon demeure une néocolonie, qui n'aura pas la posture d'un Abdourahmane Tiani ou la posture d'un Assimi Goïta. Voilà un peu la controverse de la situation aujourd'hui au Gabon. Excusez-moi, Réjouissance ce que vous dites par rapport à la fin de la dictature et anxiété par rapport au coup d'État France-africain. Est-ce que vous pouvez apporter des arguments sur ce que vous venez sur le dernier point de la France-Afrique qui prend le pouvoir par rapport à ça? Sur quelle base vous permettez-vous de l'affirmer? Alors, d'abord, celui qui fait le coup d'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas la réputation d'être un souverainiste. Il n'a pas la réputation d'être un anti-France-africain. Et lorsqu'on regarde son parcours, il a plus évolué dans les arcanes, on va dire, françaises, pour ne pas dire France-africaine. Quand on regarde son parcours, il fut un aide de camp de Omar Bongo Ondimba, qui, comme vous le savez, a été un des alliés les plus importants de la France-Afrique en Afrique centrale. Bien. Voilà déjà pour ce qui est de l'homme. Et, comme je vous le dis, il n'a pas la réputation au niveau du Gabon d'être hors du champ d'influence de la France. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il fait un coup d'État dans un pays qui est contrôlé par les services secrets français, la DGSE. En d'autres termes, si la France, qui était au courant de ce coup d'État, avait voulu mettre un terme à cela ou l'empêcher, elle y serait parvenue. Je veux rappeler qu'en 1984, un capitaine du nom de Alexandre Manza Gokuta avait voulu faire un coup d'État pour imiter son collègue et père Thomas Sankara, qu'il avait connu, je pense, au Cameroun ou à Madagascar, lors d'un stage militaire. Eh bien, les services secrets français ont eu l'information. Le coup d'État a été éventé, Manza Gokuta a été arrêté, il a été exécuté. Voyez-vous? En 1964, les militaires gabonais ont fait un coup d'État sympathique à Léomba et les Français ont rétabli Léomba et ont massacré une cinquantaine de militaires. Donc le Gabon étant reconnu comme une chasse gardée, toute opération militaire, si elle n'a pas le blanc-seing de la France, ne peut pas se réaliser. Et nous avons une base militaire française au Gabon, qui est le 6e BIMA, qui donc aurait pu intervenir si le coup d'État était mené par un souverainiste anti-France-africain, panafricaniste. Enfin, je termine là. La réaction de la France officielle
A-t-elle condamné le coup d'État? Oui, mais du bout des lèvres. A-t-elle pris des mesures pour qu'on libère Ali Bongo? Non. A-t-elle pris des mesures pour qu'il y ait des sanctions? Non. Voyez-vous, sur cette question de coup d'État, la France adopte la même attitude que celui du coup d'État du Tchad. Quand le Tchad a fait un coup d'État en avril 2021, la France n'a pas condamné. Elle est même venue adouber le jeune président Mahamat Kaka Déby. Donc ces trois arguments que je viens de vous soulever, c'est-à-dire la personnalité d'Oligui Nguema, son parcours, la réalité de la présence militaire française et des services secrets qui contrôlent le Gabon, et la position diplomatique de la France, qui a condamné du bout des lèvres, sans plus, montre que, véritablement, ce coup d'État a été fait avec l'onction de la France officielle et des réseaux. Oui, je devrais dire que ça paraît très simple à chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, dans ce précaré, comme vous le dites, entre guillemets, la France est grande O, et dont on en parle. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je dirais que les arguments que vous m'avez donnés me paraissent comme vraiment tout préparé pour être mis l'un après l'autre. Et vous, en tant qu'opposition qui êtes structurée, qui avez même pris le temps de vous organiser et d'unifier votre candidature, quelles sont vos marges de manœuvre? Vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas subi des pressions de la part d'une ou une autre personne ou de la France. Donc, vous n'avez pas d'autre manière de réagir. Et si oui ou sinon, comment est-ce que vous comptez réagir? Vous êtes quand même une opposition solide et bien réagie, et bien organisée, bien structurée. Donc, normalement, vous devriez... moi, j'ai vu dans les informations monsieur le candidat qui parlait, mais on dirait en arrière-plan, il n'est pas au premier plan. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Mais écoutez, je vais quand même vous apporter quelques éclaircissements sur l'opposition gabonaise dont vous parlez. Alors, il faut distinguer l'opposition du pouvoir, c'est-à-dire une opposition qui est orchestrée et voulue par le pouvoir. Le pouvoir finance quelques personnes qui se réclament de l'opposition, mais qui en réalité, au final, vont se rallier au pouvoir à la fin de l'élection présidentielle. Donc, ils auront joué un rôle, d'accord, défini par le pouvoir. C'est une opposition. On l'appelle ici au Gabon l'opposition du pouvoir. Et puis, il y a l'opposition au pouvoir. Cette opposition, moi, je la qualifie de France africaine. Parce que cette opposition refuse de nommer les vrais problèmes du Gabon, c'est-à-dire la France-Afrique. Refuse de dire que si notre pays, le Gabon, qui est si riche, continue à abriter une population pauvre et voit de plus en plus une paupérisation galopante, c'est parce que la France a fait mes basses sur nos richesses, qu'elle corrompt une élite et que cette dernière se tait. Et donc, une opposition qui veut changer les choses et qui veut s'attaquer au mal en regardant la racine doit forcément indexer la France-Afrique. Cette opposition ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Au contraire, elle attend d'être adoubée par la France. Elle attend de prendre le pouvoir avec l'aide de la France. C'est l'opposition à laquelle appartient le candidat consensuel Albert Ondossa, Donsima, Madame Paulette Missambo et tous les autres qui sont retrouvés dans Alternance 2023. Et puis, il y a une dernière opposition que moi, je veux incarner aujourd'hui. C'est une opposition souverainiste, anti-France-africaine et panafricaniste. Cette opposition est nouvelle, car nous amenons une idéologie qui existe très peu au Gabon, c'est-à-dire le panafricanisme. Nous amenons un courage qui est quasi inexistant, le courage d'affronter la France de manière frontale, et nous prenons une véritable souveraineté. Et nous ne voulons plus être assujettis à la puissance française. Voyez-vous, ce sont ces trois dimensions-là que j'aurais voulu partager avec les Gabonais au cours de l'élection. Je n'ai pas pu le faire parce que les anciens m'ont recommandé de renoncer à l'ambition présidentielle et de me joindre à la poursuite et à l'événement d'une transition.
Donc, voilà pour ce qui aborde l'opposition. D'accord? Donc, elle n'est pas aussi structurée que vous le pensiez. Ce qu'elle a réussi à faire, et ça, il faut lui tirer son chapeau, c'est qu'elle s'est accordée sur un candidat consensuel. Mais elle l'avait déjà fait en 2016 hein, avec Jean Ping. Elle l'avait aussi fait en 2009 avec André Baobab. Donc, c'est en fait un exercice auquel désormais elle est habituée. C'est si elle ne réussit pas à le faire qu'elle sera critiquée. Pour l'heure, elle a relevé le défi en désignant le professeur agrégé d'université en économie, M. Albert Ondossa, comme candidat consensuel. Et c'est lui qui a gagné dans les urnes. Maintenant, toute la question qu'on lui posait à M. Ondossa, c'était de savoir comment allait-il vaincre le signe indien, car Ping aussi avait gagné dans les urnes en 2016. Et Mbobam également. Mais lui, comment fera-t-il pour prêter serment? Il ne répondait pas à cette question. Moi je vois, permettez-moi, sur la problématique qui nous concerne dans l'émission aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, les coups d'État, je crois que je vois ce que vous êtes en train de dénoncer en toile de fond, c'est la fragilité, l'immaturité du pouvoir de l'État gabonais, si je comprends bien. C'est un peu ça, quoi, quelque part. Le pouvoir n'est pas mature, quoi. Oui, bon, aujourd'hui au Gabon, nous ne sommes pour l'heure pas victimes du terrorisme. Parce que le terrorisme, en fait, c'est une structuration politico-militaire de l'Occident pour nous déstabiliser et puis justifier sa présence militaire, car nos armées ont failli. Dès l'instant où les militaires occidentaux sont sur nos terres, elles s'assurent qu'elles vont contrôler nos richesses et les entreprises occidentales pourront se tailler la part du lion. C'est une facette, avec celle que vous venez d'évoquer, effectivement. Tout à fait. Moi, pour l'instant, nous ne connaissons pas cette réalité du terrorisme au Gabon. Non. On la voit en RCA, même si c'est en train d'être résolu par le professeur Faustin Akange Touadéra. On la voit au Cameroun depuis pratiquement plus de 10 ans avec Boko Haram, mais on la voit surtout dans le Sahel. Au Gabon, pour l'instant, nous sommes épargnés. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Si peut-être demain, un autre coup d'État dans le coup d'État se fait, avec un militaire pro-russe, par exemple, souverainiste ou panafricaniste, peut-être que soudainement, nous allons découvrir qu'il y a des terroristes qui sont là, financés par la France. Et la France voudra nous aider en souhaitant que son bataillon soit beaucoup plus important pour réduire le terrorisme. Voilà. Mais ce sera surtout pour empêcher. C'est un protocole que nous connaissons, que la France pratique. Aujourd'hui, nous le dénonçons très clairement, sans peur, car c'est cela qui est fait sur le terrain. Voilà. Maintenant, pour revenir à la maturité du gouvernement gabonais ou bien de l'État gabonais, cet État n'est pas mature, c'est clair. Pourquoi il n'est pas mature? C'est parce qu'il ne prend pas ses fondements dans la tradition gabonaise, dans la tradition africaine. L'État gabonais actuel est un État post-colonial, une survivance de l'administration coloniale juste après les indépendances. Voyez-vous? Donc, c'est un État qui est forcément immature pour ce qui est les Gabonais, mais mature pour les Français qui l'ont installé. Et cette maturité française, elle est voulue pour assurer à la France de continuer à piller les richesses du Gabon. Et l'État post-colonial mature des Français leur permet de continuer à avoir la même action que pendant l'administration coloniale. Et c'est forcément un État immature pour les Gabonais parce que cet État n'arrive pas à apporter aux citoyens de ce pays le bonheur, simplement à cause des richesses innombrables que nous avons. Voyez-vous, c'est un État qui doit être démantelé. Donc nous sommes pour détruire cet État post-colonial et reconstruire un autre État qui tienne compte de nos réalités. Et nous espérons que la transition avec le général de brigade, Brice Clotaire Liguingema, permettra justement que cette réflexion ait lieu et que nous posions vraiment les bases d'un nouvel État qui s'appuie sur les traditions de notre pays.
Merci, merci, Excellence, Monsieur Privat Ngomo. Merci à mon confrère Emmanuel Maïga. Je rappelle aux téléspectatrices, aux internautes que la thématique ici, il s'agit de trouver les liens entre terrorisme, néocolonialisme et coup d'État endémique en Afrique et puis trouver les portes de sortie. Comme vous avez vu notre démarche pédagogique, on est parti donc à travers les questions et les réponses de M. Privat Ngomo, on est parti donc des symptômes et on progresse vers les causes réelles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors intervenez, apportez vos propositions, vos explications et nous avançons vers, comme le dit l'autre, la terre promise. C'était promise, cela s'entend, cela se comprend. La souveraineté, on est souverainiste, on est panafricaniste. On veut la libération de l'Afrique tout entière. Et si on ne peut pas avoir une unité, on doit avoir une union. Et c'est très important. Ça veut dire que ces micro-États, gabonais, congolais, béninois, tchadiens, etc., doivent pouvoir céder une large proportion de leur pouvoir à l'État donc continental. Je dirais aussi peut-être fédéral. Mais c'est de ça qu'il s'agit, puisque ce fut le rêve des pionniers de l'Union africaine. Quand on a créé l'organisation de l'unité africaine, eh bien, la destination, c'est l'union de toute l'Afrique. Eh bien, Monsieur Ngomo, ma question pour vous, comment est-ce que, je rappelle d'abord que si nous insistons sur le Gabon ici, c'est parce que c'est le cas le plus récent, c'est le cas le plus récent, c'est chaud encore, quelques jours simplement. Alors, on ne peut pas s'empêcher de l'utiliser pour chercher à comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Les coups d'État sont devenus un chapelet que nous égrenons comme mensuellement ou bien trimestriellement, ou bien chaque année. Voilà la question. Monsieur Ngomo, expliquez-nous un peu l'hybridisme ou le dibridisme du Gabon. Le Gabon, on s'est précaré de la France. Le Gabon, pays francophone. Ali Bongo traqué dans sa posture que vous avez qualifié de tragédie, une tragédie qui soulage, une tragédie sans mort, qui soulage une large proportion des populations gabonaises. Mais tragédie, elle en est une. Alors, il parlait l'anglais au lieu du français. Avant cela, il a invité Macron, ou Macron s'est fait inviter dans un sommet qui n'avait pas un titre en français, on a dit plutôt World Forest Summit. Expliquez-nous un peu ce hybridisme gabonais, s'il vous plaît. Je voyais la main de mon confrère levée s'il veut compléter ma question. Non, ça voilà, va. donc nous écoutons. Je parlais plutôt de tragédie. Quand on parle de tragédie, historiquement, on voit plutôt la région grecque. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Donc, il a inventé la tragédie anglaise, quoi. Bon, même si on va dire que du côté de... comment il s'appelle, du côté de UK, il y a eu tragédie, c'est vrai, mais en réalité, la grosse tragédie, en général, dans l'histoire, on fait référence à la tragédie grecque. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste souligner, quoi. Ici, il s'agit de la tragédie moderne, de la tragédie africaine, une tragédie sans mort, comme l'explique le cas de Ali Bongo. Alors, ce hybridisme, revenons à cela, Privat Ngomo. Alors, d'abord, une observation par rapport à la tragédie. Selon mon frère Emmanuel, d'après l'histoire, la tragédie est d'abord grecque. Je lui rappelle que les Grecs sont les élèves des Égyptiens. Oui. Les Égyptiens qu'on appelle encore Kamites. Et même s'il y a eu une falsification de l'histoire,
qui laisse entendre que la Grèce est à l'origine de la civilisation occidentale, eh bien, il y a assez d'honnêteté dans les textes anciens d'Hérodote pour reconnaître qu'ils ont tout appris, les Kamites. Ils ont appris la philosophie des Kamites. Ils ont appris la tragédie des Kamites. Ils ont appris l'histoire, la géographie, la médecine des Kamites. Donc quand je parle de tragédie, je suis dans un contexte parfaitement africain et je veux juste relever que l'origine de la tragédie n'est pas grecque, comme on l'a enseigné. C'est une falsification historique. L'origine de la tragédie, elle est kamite, elle est égyptienne. Et quand on voit le destin d'Osiris, tel qu'on l'appelle en grec, mais Osare, le fils de Dieu, tel qu'on l'appelle chez nous en kamite, eh bien c'est un destin tragique. Tué par son frère Sancha, qu'on appelle Seth, découpé en 14 morceaux, et finalement ressuscité grâce à l'aide de sa femme et de son fils Anubis. Voyez-vous, cela, c'est la tragédie. Tragédie égyptienne, tragédie kamite. Les Grecs n'ont fait que copier. Mais ils ont laissé entendre au monde entier, car ce sont eux qui ont eu la puissance de communication, que c'est eux qui sont à l'origine de la tragédie. Vous me permettrez de contester cela. Et je suis d'accord avec vous. Je suis un disciple de Cheikh Anta Diop quand je vous le dis, voyez-vous. C'était juste une observation. Sous cette rationalité. Vous pouvez toujours... Pardon? Oui, allez-y, allez-y. Je suis d'accord avec vous. Très bien, Voilà. on est d'accord avec vous. Donc, allez au dibridisme gabonais. Alors, maintenant, pour ce qui est de Ali Bongo, écoutez, j'ai toujours pensé que cet homme n'avait pas les qualifications pour être un chef d'État. C'est mon avis. Quand j'étais jeune, je l'ai connu guitariste, je l'ai connu pianiste, je l'ai connu chanteur de disco. Voilà. Il chantait les chansons du parti, PDG de son père, il en était un chantre, et moi je pensais qu'il allait mener campagne artistique pour devenir un grand chanteur. Bon, apparemment ça ne lui a pas réussi. Il a donc décidé de s'investir dans la politique. Et son père lui a donné tous les moyens pour réussir. Et il s'est employé à devenir non pas un chef d'État compétent, mais un roi fainéant et jouisseur. Et donc, tout l'espoir qu'il a suscité de la part de la jeunesse gabonaise, eh bien, s'est transformé en désespérance. On a eu l'impression que c'était un beau parleur, un mythomane, et qu'en situation de changer les choses, il n'a pas eu les capacités. Je vais quand même rappeler qu'en 2009, quand il prend le pouvoir, dans la violence et le sang, Ali Bongo est un jeune homme de 56 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, ou même moins, je crois 51 ans, parce qu'il est en 58, il a pris le pouvoir en 2009, donc il avait 51 ans. Il était bien plus jeune que moi. Les deux opposants qu'il avait sont décédés. L'un en 2010, Pierre Mambondou, l'autre en 2016. Donc, il n'a pas eu d'entrave. Il n'a pas eu une opposition qui lui a barré le chemin. Ali Bongo a réussi à séduire la jeunesse, parce qu'il chante, parce qu'il rappe, parce que les Gabonais voulaient justement un président jeune. Moi, Bongo était vieux. Il est mort à 73 ans. Donc, il avait la jeunesse avec lui. Voici un deuxième atout. Troisième atout, Ali Bongo avait un très bon projet de société que nous avons combattu. En réalité, nous avons combattu l'homme. Mais le projet qu'il proposait, c'est-à-dire le programme stratégique Gabon émergent, était de bonne facture. J'ai eu l'occasion de le lire. Il aurait appliqué ce projet, il se serait assuré 3 mandats sans tricher aux élections. Mais malgré ce beau projet, Ali Bongo n'a rien fait. Ali Bongo dispose d'une manne pétrolière considérable de 2010 jusqu'en 2015. Nous avons des budgets qui caracolent les 4 000, 5 000 milliards de francs CFA officiellement. Officiellement. Donc, il a eu le temps, 14 ans. Il a eu l'argent, puisque nous avons une dette qui caracole à 8 000 milliards de francs CFA, la dette. Il a eu la jeunesse avec lui. Il n'a pas eu d'opposition pour l'entraver. Il avait un bon projet de société. Pourquoi a-t-il réussi? Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Parce que simplement, il n'avait pas les capacités d'être un chef d'État. Ce n'est pas un Kagame, pour ceux qui développent comment,
pas pour d'autres aspects. Ce n'est pas un Obiangema Bazoum pour ce qui est des infrastructures. Il n'a rien réalisé au Gabon. Il a détruit, il n'a pas reconstruit. Voyez-vous? C'est ça déjà la tragédie. Vous ne répondez pas à la question de d'hybridisme. Donc, pardonnez-moi, je ne réponds pas à quelle question? D'hybridisme. Donc la question que vous a posée M. Baloubi dès le départ. Mais pourtant, je pensais être en train d'y répondre. Peut-être que le préambule est long. Est-ce que, alors, il peut essayer de la reposer? Comme ça, je limite le préambule et j'attaque directement la question. J'aime souvent être pédagogique. Alors donc, je demande à Baloubi de me reposer la question. Voilà, jusqu'à du père au fils, ne serait-ce qu'au début, il s'agissait de la France-Afrique. Vous avez parlé d'opposition du pouvoir, l'opposition France-africaine et une opposition, n'est-ce pas, souverainiste, panafricaniste. Lorsqu'on se situe du côté d'Ali Bongo lui-même, est-ce qu'il n'a pas, à un moment donné, commencé à tourner le dos à la francophonie pour aller vers le Commonwealth? Qu'est-ce qui explique son SOS exprimé en anglais au lieu qu'il parle la langue du pays, langue officielle, colonialiste, impérialiste, imposée donc par la France? Pourquoi pas le français? Pourquoi l'anglais? Et un sommet a eu lieu dont le titre était en anglais, World Forest Summit. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui explique, je ne réponds pas à votre place, le mutisme ou alors la condamnation sur les lèvres? Est-ce que ce n'est pas une façon pour la France de dire c'est bien fait pour lui, nous condamnons mais c'est bien fait pour lui? Alors qu'est-ce qui explique cet hybridisme ou ce dybridisme Ali Bongo ou gabonais en général? Ali Bongo est d'origine biafraise. Nous le savons au Gabon. Et sa langue natale, c'est le Igbo. Et au Nigeria, on parle l'anglais. Première chose. Donc, son affinité avec l'anglais, avec le Commonwealth, avec la volonté de sa femme de vivre à Londres plutôt qu'à Paris, ces différentes affinités traduisent assez déjà son tropisme anglophone plutôt que francophone. Première chose. Sur un plan purement personnel, c'est comme ça que je comprends déjà le fait que Ali Bongo soit assez coutumier de cette langue anglaise, qu'il pratique fort bien d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il fait son message d'alerte, de secours en anglais? Parce qu'il a bien compris que c'est la France officielle et les réseaux d'Emmanuel Macron qui est derrière cette affaire. Car si Macron n'avait pas autorisé le coup d'État, il n'aurait pas eu lieu. Alors pourquoi s'adresser à son tombeur? Autant s'adresser à ses nouveaux amis du Commonwealth. Et comme il est suffisamment naïf de penser que la Grande-Bretagne ou les États-Unis vont se fâcher avec la France pour lui, eh bien il a fait ce message pathétique qui d'ailleurs est tombé à l'eau sans avoir une simple conséquence à l'endroit des prétendus destinataires qui ont dû lui réagir. Maintenant, s'agissant de One Forest Summit, c'était en fait pour Macron une façon de venir s'assurer que la prochaine élection qui se tiendrait au Gabon n'échapperait pas au contrôle de la France. Pourquoi je le dis? Parce que le président Denis Sassou Nguesso, qui sortait déjà d'une élection présidentielle, qui a eu lieu, je crois, en 2020, avait souhaité accueillir le sommet One Forest Summit. Et Macron a refusé. Il a tenu, Emmanuel Macron, à ce que le sommet se passe au Gabon. Donc, il y avait en réalité des sous-entendus, des arrière-pensées politiciennes. Ces arrière-pensées politiciennes, c'était de voir avec certains interlocuteurs
comment l'élection présidentielle ou l'élection générale se ferait avec la France qui continue à contrôler. C'est tout simplement ça. Quant au nom du sommet, bon, ils ont gardé le terme générique de ces différents sommets de la COP 21, COP 24, c'est One Forest Summit, c'est-à-dire le sommet pour la forêt du bassin du Congo. Maintenant, le Commonwealth. Je vous ai dit, le tropisme d'Ali Bongo avec la langue anglaise fait que naturellement, il va se porter vers des organisations internationales où l'anglais est la langue de partage. Et c'est le cas du Commonwealth. Mais pourquoi Ali Bongo se tourne vers le Commonwealth? Il faut savoir pourquoi. Il y a, de mon point de vue, deux raisons. Une raison qui est assez personnelle et puis une raison qui est un peu plus politicienne. La raison personnelle d'abord. Ali Bongo, quand il prend le pouvoir, n'a pas accès à la caisse financière que son père avait, c'est-à-dire Delta Synergie. Delta Synergie, c'est une sorte de consortium d'entreprises, une sorte de holding qui avait des actions dans la plupart des activités économiques et financières importantes du pays, dans le pétrole, dans l'uranium, dans le manganèse, dans le bois, dans les assurances, dans tout, Delta Synergie avait sa place. Mais Delta Synergie était contrôlé par Pascaline Ferry Bongo, à qui Omar Bongo faisait plus confiance qu'à Ali Bongo. Donc quand ce dernier prend le pouvoir, il n'accède pas à cette manne financière. Il faut maintenant développer d'autres structures, d'autres stratégies pour accéder financièrement à l'argent de l'État. Et là, il se tourne vers les Malaisiens, il se tourne vers les Thaïlandais, il se tourne vers les Indiens, il se tourne vers Hollande. Ce sont des pays, vous le savez, qui parlent plutôt l'anglais. D'où son intérêt maintenant pour le Commonwealth. Voyez-vous, c'est cela. Donc, en voulant développer une autre alternative à celle francophone de l'État Synergie de son père, contrôlé par sa sœur rivale, eh bien, Ali Bongo a pensé qu'il lui fallait maintenant avoir d'autres partenaires anglophones et le Commonwealth s'est présenté comme un vivier où il pourrait facilement avoir des alliés. D'où sa volonté de faire entrer le pays officiellement dans le Commonwealth. Maintenant, il se trouve que sa femme l'y a aussi beaucoup poussé, Sylvia Bongo. Pourquoi? Parce que sa femme, Sylvia Bongo, voulait que Noureddine Bongo Valentin soit le successeur de son père, qui, comme vous le savez, avec l'AVC du 24 décembre 2018, était sérieusement diminué. Et donc, pour sa femme, il fallait qu'après Ali Bongo, Noureddine Bongo Valentin soit le prochain président. Et comme Emmanuel Macron ne s'est pas rangé à cette proposition de succession, eh bien, un peu comme une maîtresse boudée, la femme d'Ali Bongo a insisté vraiment pour que le Gabon entre dans le Commonwealth pour aller chercher d'autres alliés. Comme un peu un chantage politique. Voilà. Vous pensez, vous ne voulez pas de notre proposition de succession? Eh bien, maintenant, nous passons de vous et nous partons vers le Commonwealth, vers les Anglais, vers les Américains. Bien entendu, tout ceci ne peut pas plaire à la France. Et aujourd'hui, cette dernière est bien contente d'avoir écarté Ali Bongo, d'avoir écarté Sylvia Bongo et d'avoir écarté Noureddine Bongo Valentin. Voilà la réponse que je peux vous donner. Merci infiniment. Je vais tourner vers mon confrère Emmanuel Maïga tout à l'heure, après vous avoir posé ma dernière question, et nous allons passer à la dernière phase de cette émission. Eh bien, Monsieur Ngomo, et puis téléspectatrices et téléspectateurs, je vous interpelle aussi. Vous voyez que nous sommes en train d'entendre, ne serait-ce qu'à travers le cas du Gabon, les liens intrinsèques et inextricables qu'il y a entre terrorisme, néocolonialisme et coup d'État endémique. Les liens sont très serrés. Alors, si tel est le cas, Monsieur Ngomo, en dehors du Gabon, est-ce que vous pouvez nous citer certains cas, n'est-ce pas, d'autres pays où il y a eu coup d'État, ou terrorisme, néocolonialisme, et il faut le dénoncer comme, n'est-ce pas, François-Xavier Verschave, au mépris des peuples, le néocolonialisme français.
est-ce que terrorisme, néocolonialisme français sont intimement liés pour produire des symptômes tels que les coups d'État que nous vivons? Dans le cas du Gabon, nous vous avons assez entendu là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner ailleurs en Afrique? Mais bien sûr que oui, mon frère Baloubi, bien sûr que oui. Mais d'abord, permettez-moi d'introduire les liens logiques entre ces trois termes. Le terrorisme, c'est le procédé, le nouveau procédé. Le colonialisme ou le néocolonialisme, c'est la matrice assassine occidentale qui utilise ce procédé aujourd'hui pour reconquérir l'Afrique. Et les coups d'État, c'est la réaction. C'est la réaction à ce procédé pour détruire la matrice assassine. Voyez-vous, c'est ainsi que j'établis le lien logique en ces trois termes. Maintenant, allons plus en avant. Le néocolonialisme, c'est l'ordre berlinois installé en Afrique depuis la conférence de Berlin. Voyez-vous, en 1884-1885, les Occidentaux, et même les Russes et Américains, ont été réunis sous l'égide du chancelier à l'époque Otto von Bismarck à se partager l'Afrique et à impulser un ordre occidental qui devrait désormais gouverner un continent entier qui ne leur appartenait pas. Et c'est cela en réalité qui est le colonialisme. Ça a justifié donc que l'Afrique soit colonisée par des puissances étrangères qui ont dénié aux Africains toute souveraineté et toute dignité. Ce temps berlinois qui fait de l'Afrique une Afrique berlinoise, eh bien, nous sommes en train de le remettre en cause. Nous ne sommes plus d'accord. Comme nos pères, en 1960, nous avons voulu casser cette logique prédatrice inspirée du Congrès de Berlin. Certains pays, notamment de la zone anglophone, lusophone et même hispanophone, ont réussi, mais au prix de guerre, où beaucoup d'Africains sont morts pour leur liberté, pour leur indépendance. Mais en Afrique francophone, il n'y a pas eu cette guerre, à l'exception du Cameroun, qui a été finalement réduit au silence, et l'Algérie, qui a réussi à s'affranchir du joug français. Pour le reste, toutes les autres colonies se sont couchées devant De Gaulle en acceptant le référendum de 1958 et en actant les pseudo-indépendances de 1960. Donc ce combat, nos pères, il faut le dire, l'ont plus ou moins raté. Ils l'ont raté. C'est notre génération maintenant qui décide de reprendre le flambeau. Et quand on reprend le flambeau, la France n'a d'autre choix que de créer à nouveau un chaos stratégique pour que nous soyons à nouveau à sa merci, pour qu'elle puisse poursuivre son néocolonialisme. Et comme les modalités qu'elle a implémentées pendant 60 ans, c'est-à-dire les élections, sont des modalités improductives qui ne permettent pas l'alternance. Et nous nous sommes employés pendant plus de 50 ans. Nous avons cru que par les élections, nous allons réussir à changer les systèmes dictatoriaux. Nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La France a mis en place un procédé et un instrument qui doit servir ses intérêts. L'instrument postcolonial et ses institutions et le procédé électoral, le processus électoral, pour que nous ayons l'impression d'avoir participé à un changement qui pourtant finit avec la même conclusion, c'est-à-dire que le candidat dictateur de la France est maintenu. Nous avons donc décidé de prendre nos responsabilités en cassant le processus électoral et en établissant de nouvelles institutions, un nouvel État qui sera maintenant un État africain. D'où cette épidémie, comme le dit volontiers Emmanuel Macron, des coups d'État. Ce sont des coups d'État salvateurs qui viennent en réponse à un blocage institutionnel que les Africains ne supportent plus, car c'est un leurre de démocratie
que de croire qu'une dictature qui dispose de tous les moyens va accepter de partir, surtout quand la France est derrière. Donc ces coups d'État, de mon point de vue, sont légitimes. Puisqu'ils permettent justement de casser un système de domination et de prédation. Donc je ne veux pas dire par principe que je condamne un coup d'État. Non. Dans ce cas, les Français auraient dû condamner le coup d'État de De Gaulle. Ils ne l'ont jamais fait. Alors, pourquoi nous allons condamner les coups d'État qui permettent de sauver nos populations de la misère, de la prédation et de la domination du joug néocolonial français? Maintenant, voilà, merci. Quand je regarde merci. les pays, je vais terminer sur les cas des pays. Quand je regarde des pays comme le Mali, qui pour moi est une référence en termes de transition, j'aimerais tellement que le président de la transition gabonaise s'inspire du Mali, qu'il fasse un voyage officiel pour aller rencontrer Assimi Goïta. Quand je vois le coup d'État du Burkina Faso, celui d'Ibrahim Traoré, et le coup d'État du Nigérien Abdourahmane Tchani, j'ai bon espoir que la séquence de coups d'État dans ces pays va apporter un ordre nouveau qui va remettre en cause de manière fondamentale en Afrique francophone l'ordre berlinois. Alors, M. Ngomo, nous avons coutume de donner priorité parfois, n'est-ce pas, quand le temps le permet, aux appelants. Je vais vous rappeler qu'il faut quand même ajouter, il ne faut pas manquer d'ajouter la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait eu coup d'État là, Gbagbo et puis Ouattara. Et puis, n'oubliez pas non plus le cas qui est brûlant, le cas du Sénégal. Il n'y a pas coup d'État, mais c'est une bombe à retardement. Alors, appelants, nous vous écoutons. Présentez-vous, d'où appelez-vous, votre question, votre contribution. Baloubi. Bonjour. Bonjour, appelant. Vous appelez d'où votre nom, prénom, contribution? Allez-y, M. Bakoum. C'est un confrère basé au Sénégal. Allez-y. Voilà, donc toutes mes excuses du retard. Allez-y, pas d'excuses, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc concernant, je viens en tout cas de prendre le train en marche, mais concernant l'actualité au Niger et l'avenir qu'on peut se demander par rapport entre le Niger et la CEDEAO, je ne dirais pas le Niger et la CEDEAO, mais le Niger dans la CEDEAO. Je crois bien que c'est un avenir c'est le même avenir qu'aura le Mali et le Burkina Faso et peut-être quand même d'autres pays. Parce que ces coups d'État militaires qu'on est en train de subir au niveau de la CEDEAO n'est rien d'autre qu'un vent qui est en train de souffler. Il appartient maintenant au pouvoir civil de décrypter le message, parce que quand il y a un phénomène qui se passe quelque part, il ne faut jamais dire que ce qui se passe dans la zone X ne peut pas arriver dans la zone Y. Ce n'est pour rien que à chaque fois qu'il y ait un coup d'État, ce sont les populations qui sortent pour manifester leur soutien aux nouvelles autorités. Ça prouve que la démocratie à l'africaine, parce que je peux l'appeler comme ça, pose un sérieux problème. Les raisons pour lesquelles la démocratie a été conçue, qui permet une stabilité, mais qui permet au peuple d'avoir le pouvoir en choisissant ses élus, ce n'est pas exactement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO. Même si quand même nous avons des pays où les présidents n'ont pas fait plus de 20 ans, mais ils ont l'intelligence et la manie de se frayer un chemin en balisant la route à leurs successeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le même système qui est là. Ce sont des systèmes avec une élite corrompue, où la corruption atteint des niveaux très inquiétants. C'est pour cette raison, dans l'ensemble de la zone CEDEAO, et même les pays qui se disent démocratiques entre guillemets, à chaque fois qu'il y ait un processus, les processus démocratiques sont biaisés. Parce que les élections, ce sont la finalité.
d'un processus démocratique. Quand on parle de processus démocratique, il y a la justice qui peut être indépendante. Mais quand le cordon ombilical, parce que ce qu'on voit ici au Sénégal, c'est la même chose qu'on voit quasiment dans toutes dans les pays francophones. C'est c'est l'exécutif qui contrôle le judiciaire par le procureur. Le procureur qui dépend directement, le procureur des grandes instances qui dépend du procureur général, et le procureur général qui dépend du ministère de la Justice, et le ministère de la Justice dépend du président de la République. Donc, quand vous entamez une enquête, quand un procureur entame une enquête, le ministère de la Justice peut avoir les mémises pour le dire d'arrêter ou bien de continuer une enquête. Et dans ces cas pareils, il y a aussi la gestion des carrières des magistrats. Donc, quand un magistrat donne un verdict tout en se basant strictement sur la justice et que le verdict qu'il donne ne vous arrange pas, vous avez la possibilité de violer l'inamovibilité du juge en l'affectant ailleurs. Et étant donné que ces affectations ne sont basées que sur le bon vouloir du ministre de la Justice et au-delà du ministre de la Justice, du président de la République, c'est pour cette raison que dans les pays francophones, on dit qu'il n'y a pas l'indépendance de la justice, même si c'est écrit sur les papiers. Parce que ce qu'un magistrat peut refuser, des autres magistrats opportunistes peuvent bien l'accepter. Ce qui fait que les magistrats opportunistes bénéficient des avantages parce qu'ils seront affectés sur des postes. C'est pour cela que le processus démocratique est biaisé. Ils ont la manie d'écarter les adversaires politiques qui semblent menaçants. On le voit partout dans les pays francophones. Et quand vous écartez des adversaires politiques, vous êtes en train de créer un président qui aura la légalité. Parce que vous avez violé le processus électoral. Vous avez créé un coup d'État constitutionnel pour rester au pouvoir ou bien pour baliser le chemin à un successeur. Ce qui fait que au sein de l'Afrique, nous avons quasiment beaucoup de chefs d'État qui sont légaux, mais qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas bien aimés par leur peuple. D'ailleurs, pour même une manifestation ou bien pour remplir un stade ou bien tenir un meeting, ils sont obligés d'acheter des t-shirts, des pagnes, sortir des milliards, essayer de corrompre des populations pour remplir ces milliards-là. Ce qui fait que déjà, à chaque fois qu'il y ait un coup d'État, parce que ce processus-là termine d'abord à un coup d'État militaire. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y ait un coup d'État dans ces pays-là, ce sont les jeunes qui sortent et qui manifestent leur soutien à ses propres pays. Donc, au sein de la CEDEAO, il y a deux types, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux types de chefs d'État. L'association des chefs d'État qui sont légales mais ne sont pas légitimes, ce sont des personnes qui, soi-disant, sont élus démocratiquement, alors qu'en réalité, ils ont biaisé le processus électoral pour rester au pouvoir. En face d'eux, il y a des militaires, des gens qui ont commis des coups d'État militaires pour arriver au pouvoir. Du fait qu'ils viennent d'arriver, ils bénéficient largement du soutien populaire. Mais en plus de cela, ils ont allé plus loin en dénonçant les accords coloniaux. Parce que quel que soit Alpha, quel que soit aussi le processus électoral qu'on mettra en place, si on ne parvient pas à remettre en cause les accords coloniaux, je ne vois pas comment, par quelle manière ou par quelle stratégie peut réussir les États africains en assurant la politique de leur développement, parce qu'ils n'auront pas les moyens de leur politique. Mais à cela, il faut s'ajouter la corruption endémique. La corruption endémique, ce n'est pas le fait de l'Occident, ce n'est pas la responsabilité de la France. La corruption, c'est le fait qui nous est strictement propre. Parce que déjà, le Niger, par exemple, on soupçonne beaucoup de dignitaires d'avoir un pourcentage sur les ressources naturelles qui sont vendues. Du coup, on voit des personnes extrêmement riches dont les richesses dépassent quasiment ou bien atteint le budget de l'État. Alors que vous avez une écrasante majorité de la population qui ne parvient pas à assurer les 3 repas par jour. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte.
C'est pour cette raison que les régimes militaires, si les gens ne font pas attention, vont continuer. Mais aussi, il faut faire attention avec, je crois bien, avec la collaboration immédiate avec la Russie. Parce que sur le côté des droits de l'homme, la Russie, ce qui est la Russie ou bien la Chine, nous ont montré que ce sont des régimes dictatoriaux. Ils tiennent peu sur les droits humains. Et en Occident, leur malheur en est qu'ils ne parviennent pas à s'adapter de l'évolution de la situation. L'Afrique n'est plus ce qu'elle était. Nous avons une jeunesse éveillée et les réseaux sociaux ont pris la place aux médias classiques qui avaient dont l'objectif était de manipuler l'opinion publique. C'est pour cette raison que les médias classiques ont tendance à céder aux médias, aux réseaux sociaux, soit les chaînes YouTube, soit Facebook, soit des TikTok et ainsi de suite. Et ces réseaux sociaux-là participent massivement à l'éveil de la conscience. C'est pour cette raison qu'il faut s'adapter à la situation, essayer de partir sur de nouvelles bases, si possible. Merci. À défaut, la réponse sera brutale et j'espère qu'il appartient à la France et à l'Occident de s'adapter. Merci André Bakoum. Il faut passer à une nouvelle phase, il faut passer à un nouveau départ, il faut refaire ou défaire et mieux faire. Je pense que je dois ici réitérer le principe sacro-saint, la télé, c'est le temps. Nous allons donner l'occasion à chacun de vous, M. Ngomo et M. Maïga, peut-être de réagir par rapport à ce que André Bakoum a dit, mais nous passons définitivement aux solutions, c'est-à-dire les portes de sortie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Emmanuel Maïga, vous avez la parole pour brièvement répondre et puis ensuite proposer des portes de sortie. Oui, merci. Moi l'appelant à aborder, j'allais dire à ramasser toutes les questions qui tournent autour de la maturité et de la solidité de l'État qui montre aussi derrière ça la responsabilité de l'Africain. Parce que le vrai problème, c'est que moi, je suis d'accord avec vous, Priva. Ce que vous dites, ce que vous dénoncez est très vrai. Et je vois que vous êtes à l'aise dans la dénonciation. Mais ce que je vous reprocherais, si je puis me permettre, c'est de ne pas, de vous affranchir de tout ce qu'il y a comme responsabilité de l'Afrique. Parce que moi, récemment, quand j'ai vu M. Macron parler de nouveaux partenariats, j'ai dit, oui, d'accord, nouveau partenariat, mais nouveau partenariat, ça veut dire partenariat d'égal à égal, chacun avec ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités c'est une question rhétorique, hein, quelles sont les responsabilités des Africains? Pourquoi on n'en parle jamais? Là, pour parler pour embrayer sur les réponses, moi je pense que par rapport à tout ceci, l'une des réponses, c'est que nous avons vraiment besoin d'un État solide, d'une culture démocratique, si on accepte la démocratie, d'une culture démocratique solide dans le pays, et puis surtout d'une force militaire qui reste dans les casernes, encadrée par la Constitution et qui n'ont pas vocation à prendre le pouvoir, parce que je trouve que ça fait désordre. Moi j'en veux pour preuve, c'est que, par exemple, ce que M. Baloubi a abordé comme problématique, celle du terrorisme et de tout, c'est très vrai. Et à l'aune de cet angle-là, moi je dirais, si les militaires étaient sérieux, s'ils étaient des personnes, des citoyens sur lesquels on pouvait compter, ils n'auraient pas attendu qu'il y ait Gabji ou Bisbi au niveau de l'État pour prendre le pouvoir. Par exemple, le problème du terrorisme ou du djihadisme qui embrase la région du Sahel, que fait-elle? Que fait l'armée? Elle ne propose rien à part vouloir prendre le pouvoir. Ça, je trouve que c'est pas sérieux. Ils auraient pu, dans le cadre du G5, on a bien vu qu'il y a eu une tentative de proposition. Mais il faudrait qu'ils aillent plus loin et qu'ils proposent, qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités et formulent des propositions solides. Là, on pourra dire que oui, ils ont une certaine légitimité qu'on n'a pas respectée et tout. Mais non. Mais alors, le petit doigt sur la couture du pantalon,
si jamais vous ne faites pas ce qu'on veut, on lève le doigt et puis on réagit sur la gâchette et on tire. Non, c'est pas ça le rôle du militaire. Là, par exemple, chez vous au Gabon, on a bien vu ce que les militaires ont fait. Peut-être que c'est très vrai ce que vous dites. Auquel cas, là, ça peut nous arranger. Mais moi, cet arrangement à géométrie variable, vous reconnaissez avec moi que ça devient un peu dangereux parce que tout le monde peut s'improviser militaire et puis président de la République pour une raison ou une autre, décider de faire un coup d'État. Je pense que ça, c'est les choses de l'État, c'est pas comme ça. Donc, la solution militaire n'est pas une solution. Il faudrait que les militaires restent à la caserne et qu'ils soient non pas un contre-pouvoir, parce que c'est pas leur rôle, mais qu'ils puissent aider au moment venu. Oui. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. Et puis, côté, par exemple, concrètement, il faudrait le partage des richesses dans toute la population. Je le dis, je me tue à le dire sur tous les plateaux de télévision, que 4 générations, depuis 1960, presque 3 générations ou 4 générations, on a connu le père ou le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, qui ne travaillent pas. Vous-même, vous conviendrez avec moi que c'est un délitement d'une société. Si les enfants qui n'ont pas travaillé, les parents n'ont pas travaillé, les grands-parents n'ont pas travaillé, tout ce pan de la société-là, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est terrible, parce que je pense que vous voulez, comme moi, une Afrique mature. Vous voyez très bien les enjeux, vous voyez très bien les défis, vous voyez très bien les paris, et face à tout cela, nous avons à être sérieux, et le monde aussi attend la révélation vraiment des enfants de l'Afrique, comme dirait, je paramètre un peu la Bible, mais je dis, on a besoin de montrer que nous sommes matures. À l'ère des réseaux sociaux, ce n'est pas les enfants qui sont abonnés à des réseaux sociaux toute la journée que nous allons présenter au monde entier comme solution. Non, donc mettre en place donc une culture qui va, l'éducation, je veux dire. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'analphabétisme, c'est pas seulement ne pas savoir lire le français, c'est peut-être savoir maîtriser le digital et tout. Donc ça, voilà une des deuxièmes propositions. Et puis, dernière solution, moi je dirais, arrêtons cet appétit de l'Africain là qui veut tout le temps reprendre le pouvoir, non pas parce qu'il veut changer des choses, mais parce qu'il veut servir, mais parce qu'il veut se servir. Voilà. C'est dommage. Donc voilà, en gros, en passant, c'est ce que moi je vois comme solution. Et je pense que dans ces solutions, Monsieur Ngoma, vous avez des choses à nous dire très importantes parce que je vous ai vu jeter la pierre aux autres, mais vous n'avez pas balayé devant le chevaux. Voilà. Bon, Emmanuel Maïga, est-ce que ce sera votre mot de fin? Sinon, vous l'ajoutez. Bon, moi, le mot de fin, ce sera de dire que oui, nous avons besoin d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique vraiment solide. Et cette Afrique, voyez-vous, elle sera portée par nos enfants ou nos petits-enfants qui doivent être vraiment équipés et préparés pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe sur nos terroirs, je n'ai pas l'impression qu'on a pris vraiment la mesure de ces enjeux-là. Donc, c'est ça qui me gêne. Et je pense que vous, surtout qui aspirez à être un dirigeant demain matin ou demain soir, je suis très content de vous avoir eu et j'ai beaucoup aimé votre développement, votre façon de voir les choses. Là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que je trouve que vous avez centré votre plaidoyer sur la personne. Et sortons de ce prisme-là. Et voyons vraiment, c'est-à-dire que ce soit moi, vous, le professeur Baloubi, quelle que soit la couleur du chat, s'il attrape les souris, s'il fait le job, comme on dit chez M. Baloubi, c'est bon. Et puis, nous serons tous contents, nous serons tous en bonne santé, nous serons tous intelligents. Et bien, ça marche. Donc, moi, c'est ce que je dirais pour conclure. Merci.
Merci, M. Maïga. Excellence, M. Privat Ngomo. C'est votre lourde responsabilité de nous résumer tout ce que nous avons dit en réagissant, en réajustant certaines pierres où on donnait des réponses qu'il fallait pour mieux éclaircir. Et puis enfin, votre mot de fin, M. Ngomo. Merci. Je vais effectivement essayer de ramasser ma pensée en tenant compte des deux interventions précédentes. J'y vois 3 points qui ont été soulevés qui me paraissent fondamentaux. Le premier point, c'est la responsabilité des Africains dans ce qui se passe. D'après Emmanuel, c'était un élément que j'ai passé sous silence et j'ai jeté l'anathème aux Occidentaux. Deuxième point, c'est le rôle des militaires. Considère que ce n'est pas ça la solution. Et le troisième point, c'est peut-être les hommes et les institutions. Car il faut rechercher des solutions non pas dans les personnes, dans les hommes, mais dans les institutions fortes, comme dirait Barack Obama. Alors, je vais réagir sur ces 3 points et puis je vais conclure. S'agissant de la responsabilité, j'assume les actes que je pose. J'assume d'être responsable des décisions que je prends quand je suis souverain. Quand je n'ai pas un fusil sur la tempe qui me dicte une décision. Quand je ne suis pas manipulé. Voyez-vous, quand je ne suis pas contrôlé. Il se trouve que pendant maintenant près de 63 ans, dans l'ère francophone, les présidents africains ne sont que des préfets de France ou des gouverneurs, des néo-gouverneurs de colonies. En d'autres termes, ce ne sont pas eux qui décident. Ils ne sont pas souverains. Et dans ce cas, comment peut-on leur imputer une certaine responsabilité? Comment? Quand certains ont voulu se démarquer de ce contrôle néocolonial, quand certains ont voulu être responsables des actes qu'ils posent et les assumer, eh bien, ils ont été éliminés. Je pense à Jean-Hilaire Obama, qui n'a jamais pu être président. Je pense à Sylvanus Olympio, qui a été assassiné parce qu'il voulait sortir du franc CFA. Je pense à Tomba Mbaye du Tchad. Je pense à Thomas Sankara du Burkina Faso. Je pense à Oumniobé, je pense à Wandje, je pense à Moumié, qui ont été tués parce qu'ils ont voulu être des Africains responsables. Cette responsabilité dont vous parlez, mon frère Emmanuel Maïga, ils ont voulu être responsables et on les a éliminés. À la place, on a mis qui? On a mis des pantins, sans décision, sans volonté, qui allaient appliquer. Ils appliquent donc des décisions qui viennent de personnes souveraines, qui travaillent non pour les intérêts des Africains, mais pour leurs propres intérêts. Donc dans cette logique-là, je récuse la souveraineté des Africains qui ne sont que des marionnettes, car une marionnette n'a aucune volonté, aucune décision. On ne la tiendra pas responsable des actes qu'elle posera, on regardera à celui qui tenait les ficelles de la marionnette, c'est-à-dire le marionnettiste. Voilà. Maintenant, si on veut être relatif, on pourra dire que la marionnette a quand même 10% de responsabilité. Mais les 90% sont à mettre sur le compte du marionnettiste. Ça, c'est la première information que je vous donne. Lorsque les Africains seront souverains, comme le sont les Chinois, comme le sont les Russes, comme le sont les Cubains, alors oui, je serai prêt à pointer du doigt leur souveraineté et leur responsabilité dans les actes qu'ils poseront. Et ce serait légitime. Pour l'heure, j'accuse celui qui prend les décisions. Je n'accuse pas le bras armé. Maintenant, parlons des militaires et de leur rôle. Les militaires restent dans leur caserne, protègent la nation, protègent l'État,
lorsque l'ordre constitutionnel est respecté par la classe politique dirigeante, qui généralement est civile. Dès l'instant où la classe politique respecte les règles fondamentales qu'elle-même s'était dictées sous l'égide du peuple, les militaires restent dans leurs casernes. Combien de fois les militaires botswanais sont-ils sortis des casernes? Combien de fois les militaires du Lesotho sont-ils sortis des casernes? Combien de fois des militaires dans des pays où la classe politique est compétente, incorruptible et joue son rôle, combien de fois les militaires sont-ils sortis? Jamais. Je vous parle des militaires africains. Maintenant, quand certains militaires responsables sont sortis des casernes, je pense à Nasser Gamal, je pense à Kadhafi, je pense à Thomas Sankara, je pense à Jerry Rawlings. Faut-il condamner, parce qu'ils sont militaires, leur expérience politique? Faut-il les condamner? Faut-il condamner Rawlings parce qu'il a permis au Ghana de devenir cet exemple de démocratie aujourd'hui qui fait parler de jalousie beaucoup d'autres peuples africains? Faut-il condamner Thomas Sankara d'avoir fait du Burkina Faso un pays fier et d'avoir aujourd'hui un héritier comme Ibrahim Traoré qui marche sur ses pas et qui fait la fierté des jeunes Africains? Faut-il condamner Assimi Goïta qui impose le respect des souverainetés, qui impose le respect des choix stratégiques, qui impose le respect des intérêts des Maliens? Faut-il le condamner, M. Emmanuel Maïga, parce que simplement il aurait porté un habit treillis? Non. Oui. Il ne faut pas condamner les militaires, il faut condamner la qualité médiocre de certains militaires qui prennent le pouvoir pour leurs intérêts. Oui, cela, il faut les condamner. Mais il faut valoriser, il faut féliciter un militaire qui a un sens élevé de l'État, parfois plus élevé que les hommes politiques civils corrompus, comme Ibrahim Boubacar Keïta, comme Alpha Condé, comme Ali Bongo, ou comme encore Alassane Dramane Ouattara. Ceux-là, il faut les condamner, même s'ils sont en civil. Voyez-vous, c'est donc pas une question d'uniforme, c'est une question de qualité d'homme, de vision politique, de stratégie et de mise en œuvre de la politique sur le terrain. Maintenant, je termine sur les institutions et les hommes. Et j'aurai fini là. Les institutions, ce sont des principes incarnés que nous voulons dans des structures qui fonctionnent normalement. C'est ça l'institution. Des principes incarnés que nous voulons dans des institutions, dans des cadres, dans des structures qui fonctionnent. Mais qui les fait fonctionner, ces institutions? Ce ne sont pas des principes vertueux, ce sont des hommes. Quand les hommes sont de qualité, alors les institutions fonctionnent bien. Quand ils sont de piètre qualité, ces institutions fonctionnent mal. Donc un homme fort qui met en place une nouvelle institution sera une vertu, car après lui, il servira de référence. Le premier président du Botswana a servi de référence pour que le Botswana soit un pays de référence, justement. Senghor, au Sénégal, même si je n'apprécie pas l'homme qui s'est vendu à l'Occident, mais j'apprécie qu'il ait mis la barre haut au Sénégal. Non, Senghor a contesté Cheikh Anta Diop. Il s'est mis sur la coupe, sur la férule intellectuelle de l'Occident. Pour cela, je le critique. Mais je reconnais qu'en démissionnant et en donnant un certain standing à la démocratie sénégalaise, il a élevé les standards. Et ces standards sont maintenus par ses successeurs. Voyez-vous, c'est donc une qualité d'homme. Et ce que Senghor a fait pour le Sénégal, eh bien, Thomas Sankara a essayé de le faire pour le Burkina et Assimi Goïta est en train de le faire pour le Mali. Ces hommes vont, à travers leur action, imprimer un esprit à l'institution. Et cette dernière deviendra forte parce qu'un homme fort a été à l'origine de son érection. Donc il y a ce lien entre l'institution et les hommes. Maintenant, les hommes de moindre qualité pourront toujours faire tomber une institution vertueuse. Et parfois, les hommes de bonne qualité peuvent travailler avec des institutions bancales. Voyez-vous, l'idéal serait d'avoir des institutions vertueuses avec des hommes de qualité. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire au Gabon, lorsque, à l'issue de la transition, nous bâtirons de nouvelles institutions. Donc, je fais bien un lien entre l'homme de qualité
et l'institution vertueuse. Il faut la combinaison des deux pour avoir un bon résultat. Mon mot de fin, mon frère Baloubi, mon mot de fin. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Ce serait très prétentieux, très arrogant. Et qu'est-ce que l'homme, sinon une particule infinitésimale devant la grandeur de Ra, devant la grandeur d'Imana? Qu'est-ce que l'homme pour prétendre détenir la vérité, qui n'est que l'apanage du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel? Mais étant une portion, une particule de Dieu, je détiens une petite vérité relative. Je vais vous la communiquer, cette petite vérité. Je pense que nous sommes en train de sortir de l'ère du poisson et nous entrons dans l'ère du Verseau. L'ère du poisson a été une ère du matérialisme, une ère du consumérisme, une ère du mensonge, de la duperie, où les valeurs spirituelles ont été mises à bas et où le monde s'est perdu dans une matérialité qui n'apporte pas le bonheur. C'est cela l'ère du poisson, dominée par la pensée occidentale, qui finalement s'est fourvoyée parce qu'elle n'a pas retenu les leçons que l'Égypte antique lui avait apprises. Elle a écarté la dimension spirituelle et elle a consacré exclusivement la réalité matérielle et elle s'est perdue. L'ère du Verseau est une ère de spiritualité, est une ère où l'homme va à nouveau renouer avec les véritables énergies cosmiques qui permettent de garantir à la planète de vivre dans la sérénité. Et ces énergies cosmiques, c'est nous, les Africains, qui les recevons mieux, parce que nous portons l'ADN du premier homme. Nous sommes ceux qui sont venus les premiers sur la terre pour montrer la voie. Il nous appartient donc de sortir de la domination, de redevenir souverains et de proposer au monde entier la véritable voie de la fraternité. Et cela, on pourra le faire parce que nous sommes fondamentalement et ontologiquement spirituels. Et c'est par la spiritualité qu'on arrivera à créer un monde nouveau. Spiritualité qui a été mise à l'écart par les Occidentaux au nom d'une matérialité fumeuse qui ne leur a rien apporté. Voyez-vous? Et si c'est nous qui sommes les prochains sauveurs de l'humanité, alors cette ère qui commence, ce millénaire qui commence, est le millénaire de l'Afrique, est le millénaire de Kama. C'est obligatoire, c'est mystique, c'est inscrit dans les astres, que c'est nous qui devons désormais porter la flamme de l'humanité. C'est nous qui devons conduire aujourd'hui la réalité d'un monde meilleur. Nous avons les capacités, nous avons le destin, la destinée. Nous sommes prédestinés à cela. Mais pour cela, il nous faut nous affranchir des restes de la matérialité. Monsieur Privat. Cet affranchissement passe par la libération du joug france-africain, passe par la reconquête de notre souveraineté. Et quand nous serons souverains, le grand projet qui fera que l'Afrique soit le continent référentiel de la planète, c'est la création d'un État fédéral continental. Pourquoi? Parce que nous disposons du continent le plus riche de la Terre en ressources naturelles et en matières premières stratégiques. C'est l'Afrique qui dispose de cela. Nous disposerons de la jeunesse la plus importante de la Terre. Et nous aurons le dynamisme le plus vaillant, le plus éclatant. Nous serons finalement la grande puissance dominante devant la Chine, devant la Russie, devant l'Europe et devant les États-Unis. Il faut simplement que nous mettions en place maintenant ces institutions qui vont garantir à l'Afrique son leadership dans un monde qui sera multipolaire mais qui aura pour élément central et référentiel l'Afrique. En d'autres termes, merci. À faire. Merci. Non, c'est-à-dire que nous faisons un cycle, nous faisons un cycle et nous revenons à l'Égypte antique. Nous faisons un cycle et nous revenons à l'Égypte antique. Monsieur, c'est-à-dire que
Merci, monsieur Maïga. Merci, monsieur Maïga. Nous allons vers la clôture. Emmanuel m'a titillé. Il n'a pas respecté son mot de fin. Voilà. Il veut pas alors, en dernier. Je vous dis merci, Excellence, monsieur Poibat Ngomo. Je ne sais pas si l'appelant Bakoum est toujours avec nous. Un mot de fin s'il est encore là. Est-ce qu'André Bakoum est toujours là? Alors, nous allons clore cette émission. Merci, Excellence, monsieur Poibat Ngomo. Merci, Emmanuel Maïga. Je donnerai donc ma part de vérité, comme M. Ngomo l'a dit. Nous ne pouvons pas donc être présomptueux ou prétentieux pour dire que nous monopolisons la vérité parce que nul n'a ce monopole. Merci pour tout ce que vous avez dit. Eh bien, le terrorisme, néocolonialisme et coup d'État endémique, quelle porte de sortie pour l'Afrique. Moi, je conclus par rapport au fait, à tout ce que vous avez dit, que le mot-clé est la souveraineté. La souveraineté donc des peuples, la souveraineté donc de l'Afrique tout entière. Et dans souveraineté, nous pouvons mettre beaucoup de choses. Cela suppose donc des responsabilités donc dans nos micro-États tels qu'ils existent actuellement, des responsabilités quand l'Afrique tout entière sera unie en une république qu'on appellerait les États-Unis d'Afrique. Nous avons donc parlé de causes à effet, nous avons dénoncé certaines pratiques, nous avons tout mis sur la table et nous n'avons fait qu'égratigner le sujet. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs, sachez que nous n'avons pas tout dit, mais nous avons dit pour le temps qui nous a imparti, nous avons dit l'essentiel. Eh bien, chef d'État actuel, que vous soyez souverainiste ou non, que vous soyez aux ordres ou non, vous savez que l'objectif continental, c'est la souveraineté de l'Afrique. Et il s'agira donc de mettre le peuple, vos peuples respectifs, au centre de toutes les actions sociopolitiques que vous menez, dans votre manière de gérer vos micro-États et dans la manière dont nous gérerons l'Afrique nouvelle. Il s'agira donc, comme Ngomo dans une émission précédente a su le dire de façon éloquente, il a parlé de la triple souveraineté. La souveraineté donc des peuples, la souveraineté de toutes nos populations. C'est pourquoi je disais tantôt, mettre nos peuples au centre de tout ce que nous faisons. La première souveraineté. La seconde souveraineté, dixit Monsieur Ngomo, c'est au niveau militaire. Souveraineté militaire, ça veut dire que l'Afrique doit avoir son armée, ou chaque micro-État doit pouvoir avoir son armée dotée de son industrie. Et puis après, la souveraineté monétaire, l'Afrique, notre monnaie. Donc, c'est très important, cette triple souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons combattu le raisonnement institutionnel des attaques ad hominem. Il faut s'attaquer plutôt au système qu'il faut changer véritablement. Faudra-t-il dire aujourd'hui qu'il y a de bons coups d'État et de mauvais coups d'État? J'estime pour ma part que coup d'État, c'est un coup d'État. Un coup fait toujours mal. Il n'y a pas de coup qui puisse vous donner le sourire. Même si les populations jubilent, je pense qu'on ne doit jamais tordre le cou à l'ordre constitutionnel. Mais je conviens avec encore Ngomo qu'il nous faut véritablement des institutions vertueuses avec des hommes et des femmes de qualité. Pour l'enquiquiner un peu, il a cité les États souverains des exemples. Il n'a pas cité les États-Unis, il n'a pas cité la France. C'est quand même des États souverains qui sont à la recherche de leurs intérêts. C'est à nous de savoir tracer le trait bien qu'il ne faut pas franchir. C'est à nous de savoir rechercher nos intérêts, les intérêts de l'Afrique. Ainsi prend fin cette émission et je vous remercie, Monsieur Poibat Ngomo. Je rappelle que vous étiez candidat sur la liste des 20 qui allait se présenter à l'élection présidentielle au Gabon dans votre pays.
mais sagement, vous avez choisi, je ne sais pas quel ange vous a soufflé quelque chose à l'oreille, vous vous êtes retiré et le Gabon s'est retrouvé face à 19 candidats. Nous vous remercions pour cette sagesse, puisqu'il s'agit d'une transition. Il faut une transition au Gabon. L'Afrique tout entière est dans une phase transitoire pour aller vers, n'est-ce pas, cette souveraineté. Nous vous en remercions. Quant à Emmanuel Eyibé Maïga, merci pour les analyses percutantes, pour les questions provocantes ou provocatrices que vous avez posées, pour élucider des réponses qui ne vous ont pas nécessairement satisfait. Vous continuez de lever le doigt, mais ça va être partie remise. À Malik, qui était à la régie, nous disons infiniment merci. Et moi, j'étais simplement votre humble modérateur, le professeur Salif Désiré Baloubi. Alors, je m'en voudrais de ne pas citer ce grand homme, cet homme qui est l'un des anciens présidents les plus avancés, les plus âgés qui soient encore en vie. Je parle de président africain. Il s'agit du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Lorsque vous parlez avec lui, il vous récite et vous explique l'histoire de l'Afrique, l'histoire politique de l'Afrique, et cela vous émeut. Et le dernier mot que j'entends souvent de sa bouche, nous allons vers la terre promise. Alors à chacun et à tous, gardez l'espoir et la foi que l'Afrique avance à grands pas vers la terre promise. À chacun et à tous, nous disons bonsoir et à la prochaine. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.